Bienvenue Omar Menjeloul. Merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat. Vous êtes également docteur en droit international du développement à Nice Sophia Antipolis, c'est bien ça? Tout à fait. Et également enseignant-chercheur, ou aussi enseignant-chercheur. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, je ne sais pas. En tout cas, on verra bien durant ce débat. Alors, ce qui va être intéressant avec vous, c'est qu'à la fois, la partie avocat, on va pouvoir parler de justice. Toute la dimension droit international, développement, c'est aussi les questions économiques. Ouais. Et enseignant-chercheur, les questions éducatives, l'école d'aujourd'hui, l'école de demain. Mais je voudrais peut-être démarrer avec ce qui fait l'actualité, ou qui devrait faire beaucoup plus d'actualité, c'est autour de la justice. Donc ça vous concerne, mais la justice fiscale. Ça vous concerne aussi parce que vous êtes avocat, donc profession libérale. Ouais. Vous là-dessus, est-ce que vous prêtez une oreille attentive à ce qui se passe depuis la fin de l'année 2018 d'ailleurs, hein, et ça reprend en 2019, sur la régularisation des professions libérales, dont celle des avocats. Aujourd'hui, il y a eu le dossier des commerçants grossistes aussi, avec la facturation électronique, et tout un débat politique qui se déroule en marge, et voir un petit peu votre sentiment, vous, là-dessus. Est-ce que justice fiscale, ça vous parle en tant qu'avocat? En tout cas, c'est un sujet qui sort le débat national du faux débat, j'ai envie de dire. Ça, c'est le vrai sujet, dans le sens où le pouvoir, c'est la capacité de lever l'armée et lever l'impôt, finalement, et l'adhésion à une nation, ou bien l'appartenance nationale passe par ce qu'on pourrait appeler la contribution ou la solidarité nationale. Donc toute politique fiscale intervient dans la consolidation de cette appartenance nationale. Il y a deux grandes, on va dire... Ça veut dire quoi? Excusez-moi de vous interrompre. Ça veut dire que, si on ne paye pas son impôt dû, on peut pas exprimer comme ça une véritable appartenance à la nation, à son pays. Ce n'est pas un ticket d'expression, mais en tout cas, l'idée de solidarité nationale, elle est importante. Mais pour qu'elle puisse se mettre en place, il faut que la politique fiscale puisse éventuellement être légitime dans le sens où elle s'inscrit dans la redistribution de la richesse. C'est-à-dire on paie ses impôts pour avoir en contrepartie un service public de qualité, une sécurité de qualité, une défense des frontières de qualité, etc. Donc la contribution à la solidarité nationale est un prérequis, bien évidemment, de la citoyenneté. Parfois, malheureusement, lorsque les politiques fiscales ne sont pas équitables ou ne s'inscrivent pas dans l'idée de justice sociale, il y a une défiance citoyenne qui fait qu'il y a beaucoup de fraude fiscale, il y a beaucoup de non-adhésion au paiement de ce qu'on doit à la patrie, et il y a donc une réforme à mettre en place dans ce sens. Et le climat aujourd'hui, c'est quoi? C'est un climat de défiance? Il y a un climat de défiance certain, où des ingénieries très complexes de fraude et d'évitement fiscal sont là. Donc là, aujourd'hui, si la question du recouvrement fiscal ou la question de la solidarité nationale par le paiement de l'impôt est remise sur la table, ça ne peut qu'être bénéfique pour justement pouvoir financer un modèle de développement au Maroc, évidemment. Ça veut dire quoi pour Omar Menjeloul? C'est un préalable à toute construction, toute ébauche d'un nouveau modèle? Ça passe nécessairement par le modèle fiscal, par ce que le citoyen, qu'il soit particulier ou entreprise, se retrouve sur le même pied d'égalité devant l'impôt. Et c'est là où on peut commencer à passer à la phase d'après en termes de construction de modèle. Dans certains pays, comme par exemple, j'en citerai deux, un modèle néolibéral et un modèle social-démocrate. Donc le premier est américain. Dans le modèle néolibéral américain, ne pas payer ses impôts est une infraction d'ordre pénal. Très bien. Et dans le modèle scandinave, tellement le retour ou le bénéfice à payer ses impôts est important qu'à la fin de l'année, les citoyens, par exemple, danois, s'inscrivent dans une logique de dons et de bénévolat à l'État. Au lieu de faire des dons, par exemple, à des ONG, eh bien, le citoyen danois fait un don à l'État tellement la confiance, justement, fiscale est établie dans ce type de pays. Ça veut dire que nous, au Maroc, il faudrait essayer d'imaginer un modèle intermédiaire entre ce modèle américain
où ne pas payer l'impôt, c'est Je être ne traduit devant les tribunaux, il y a une condamnation pénale. En général, je ne suis pas forcément favorable au modèle coercitif. Je ne suis pas favorable à la contrainte. Je suis plus favorable à l'adhésion. Et donc, quelque part, il faudra inspirer confiance. Qu'est-ce qu'on fait de cet impôt? Expliquer éventuellement les différentes rubriques, les différents investissements, les différents financements de fonctionnement, les différentes réformes de services publics. Moi, je pense que ça va activer une dynamique vertueuse où les citoyens vont d'eux-mêmes accepter l'idée de déclarer ce qu'il y a déclaré, accepter l'idée de payer son impôt, accepter l'idée de contribuer à la solidarité nationale. Est-ce que vous considérez que la DG, la Direction générale des impôts, est dans son rôle, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a entrepris depuis plusieurs mois? Ça interpelle le débat historique entre la technocratie et le politique. Évidemment, les deux sphères doivent travailler en symbiose pour mettre en place des politiques publiques. Évidemment, le technocratique doit éventuellement s'inspirer d'un peu de modestie pour se mettre sous les orientations du politique. Pourquoi? Parce que le politique est considéré théoriquement comme légitimement populaire et éventuellement issu de l'humeur populaire, issu de la réalité populaire, élaborant des programmes politiques dans ce sens, c'est-à-dire qu'il s'inspire de la réalité du terrain pour élaborer des politiques publiques, et donc la technocratie experte, quelque part, est là pour modéliser, pour développer des politiques publiques d'un point de vue technique, d'un point de vue administratif, d'un point de vue institutionnel. Et si cette technocratie a on va dire des projets politiques ou bien des idées, elle n'a qu'à les soumettre à débat populaire, à débat démocratique. Et quelle lecture vous faites, vous, là, dans le blocage dans lequel on est aujourd'hui? Entre, d'un côté, cette sphère technocratique, la haute administration, la Direction générale des impôts, et puis le politique, qui a décidé de faire marche arrière. Je crois que l'administration marocaine, notamment au ministère des Finances, est remplie de brillants experts et de brillants technocrates qui ont effectivement des idées à formuler. Maintenant, ces idées profitent à qui? Si nous sommes dans l'idée que l'assiette fiscale ou que la fiscalité soit orientée vers les classes moyennes, soit orientée vers le consommateur, est une chose, mais si c'est orienté vers le fait que les riches soient encore plus riches ou que oligarchie s'installe, là effectivement il y a la régulation du gouvernement, la régulation de l'État qui devrait intervenir. Tout ça devra éventuellement se faire, bien sûr, dans le cadre de la gestion des différentes contradictions, des différentes alliances. Elle doit se faire dans une concertation, dans un dialogue entre les différents acteurs. Mais là justement on va aller sur le terrain économique. C'est que je crois savoir que l'urgence elle est d'ordre financier et au niveau des finances publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2018, c'est à peu près 200 milliards de dirhams qui ont été collectés. Au niveau des recettes fiscales, c'est impôt direct et impôt indirect, et c'est largement insuffisant. Donc, a priori, la démarche, c'est aussi pour remuscler, retonifier et réalimenter, si je puis dire, les caisses de l'État, pour faire face à des financements, que ce soit des politiques sociales, soutien à la consommation pour les classes moyennes ou autres. Donc, me semble-t-il, je pense que l'enjeu, il est véritablement là. Donc, du coup, ça veut dire que, est-ce que vous considérez que la DGI, est dans son rôle et puis doit continuer à aller jusqu'au bout, et que le politique doit s'aligner et assumer politiquement, et que là aujourd'hui c'est pas forcément le cas? Alors le fait que nous avons des ressources plus ou moins réduites par rapport à notre sous-sol, par rapport à notre littoral, par rapport à nos minerais, fait que la rationalité budgétaire par rapport aux dépenses de l'État est importante. La question de la fiscalité est aussi importante pour qu'on puisse éventuellement avoir une société plus ou moins compacte où les disparités sociales soient plus ou moins réduites. La ville de Casablanca, comme la ville de Beyrouth, comme certaines mégapoles asiatiques ou comme certaines mégapoles de latino-américaines, pêchent ou souffrent de ce type de disparité, contrairement à d'autres villes européennes ou bien scandinaves. Donc la régulation passe par une réforme fiscale ça veut dire que grosso modo, on ne pourra pas construire une société relativement homogène, en tout cas moins hétérogène qu'elle est aujourd'hui, s'il n'y a pas égalité devant l'impôt. Quand vous prenez tous ces exemples-là de ces pays ou de ces grandes métropoles. Parfois, peut-être qu'il faudra s'inscrire dans l'idée de l'inégalité de fait, de l'inégalité de droit pour aboutir à une égalité de fait. On ne peut pas faire payer une taxe de la même manière
qu'un individu qui a un revenu de 3 millions de dirhams par an et un individu qui en a 30 000 dirhams. Ils ne peuvent pas payer le même impôt, ils ne peuvent pas payer la même facture d'eau et d'électricité, ils ne peuvent pas payer les mêmes... le prix de lait ou même le prix du de lait, par exemple, au même prix. À la technocratie, sur volonté politique, de réfléchir aux mécanismes de compensation, de péréquation, pour que le riche, équitablement, soit en confiance pour contribuer à la solidarité nationale, pour justement tirer les couches les plus défavorisées vers le haut. Et ça permet aussi, au-delà d'avoir un certain modèle de développement, de lutter contre la pauvreté. Par exemple, si nous prenons le cas, par exemple, de l'eau, les quartiers pauvres n'ont pas à payer au même tarif les mètres cubes que les quartiers riches. Peut-être que les quartiers riches devraient être surtaxés pour que les premiers mètres cubes des quartiers populaires soient inscrits dans la gratuité. Si on prend éventuellement ce modèle, eh bien, au niveau fiscal, ça peut Donc avoir vous du en fait sens. un modèle basé sur la progressivité, en fait. Bien sûr, un modèle hybride, évidemment. C'est ça qu'il faudrait mettre en évidemment, œuvre. dans une logique politique d'égalité sociale. En tout cas, la doctrine socialiste qu'on défend aujourd'hui, elle est pour une fiscalité, bien évidemment, inscrite dans la justice sociale. L'occasion aussi de faire une petite transition sur le deuxième sujet qui fait l'actualité aussi, c'est le plafonnement des marges des pétroliers. Là-dessus, vous avez vu comme moi, il y a une espèce de bras de fer un peu à distance entre le gouvernement et la personne de Hassan Daoudi, ministre des Affaires générales et de la gouvernance, qui a réagi suite au rapport qui a été rendu par le conseil en charge de la concurrence, en tout cas veiller à ce qu'il y ait une concurrence qui se fasse sur les différents marchés. Là-dessus, le carburant, ça concerne tout le monde, c'est comme l'impôt. Le carburant, c'est d'abord le carburant de l'économie, c'est-à-dire que ça impacte directement le pouvoir d'achat des citoyens, le pouvoir d'achat des classes moyennes, enfin tout le monde. C'est-à-dire que c'est le coût, tout simplement, le coût du transport. C'est pour cela que d'ailleurs la financiarisation de l'économie permet des marges beaucoup plus développées parce que tout cela transite par Internet. Donc du coup, il n'y a pas de camionneurs, il n'y a pas de gros bateaux, etc. Il n'y a quasiment pas de charge, quoi. Donc il n'y a pas de charge, et donc surtout charge de transport. Donc l'énergie est vitale par rapport au coût de n'importe quelle marchandise ou de n'importe quel service demandé par le citoyen. Au-delà du bras de fer, est-ce que vous considérez-vous que c'est une sage décision que de mettre en place un plafonnement des prix et des marges? Alors je veux dire, pour le citoyen, pour le porte-monnaie, pour le pouvoir d'achat, pour ces questions-là. Alors, il y a deux façons d'aborder la question de la concurrence. Il y a une certaine idée où la concurrence est synonyme de free ride, c'est-à-dire cette course aveugle, on fait comme on peut pour arriver en premier au marché, donc attention, ça risque d'aboutir à des oligarchies ou à des monopoles, parce que s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de régulation, il est normal que je puisse tuer mes concurrents pour être tout seul dans le marché. Et il y a un autre type de concurrence, c'est que justement, il y a des règles qui interviennent, une régulation qui intervient pour d'abord la régénérescence du marché, n'est-ce pas, pour qu'il puisse y avoir un jeu pluriacteur, et puis pour inscrire le marché dans un sens d'intérêt général, de redistribution, etc. Donc maintenant, le débat sur la question du carburant est le suivant, c'est que on va dire le club très fermé des capitaux de carburant essaye de dire au gouvernement de continuer la subvention, ce qui est une perte par rapport au denier public. Un retour à la subvention, parce que ce qui n'est pas forcément dit, effectivement, et vous avez peut-être raison, c'est vous voulez plafonner, ok, mais sachez que le retour à la subvention est imminent et vous allez devoir l'assumer politiquement et financièrement. Bien sûr, voilà, retour à la subvention et surtout l'assumer financièrement. Donc nous continuons à marger, n'est-ce pas? Et vous, si vous voulez faire plaisir aux électeurs et faire plaisir aux citoyens, eh bien vous n'avez qu'à subventionner, bien sûr, sur le denier public. Maintenant, la question du plafonnement, oui. Très bien, c'est-à-dire que au lieu que l'État subventionne, que le denier public subventionne, n'est-ce pas, au lieu d'investir dans le service public, eh bien à vous peut-être de réduire la marge, de réduire votre marge, surtout que le baril de pétrole aujourd'hui est à 40-50 et qu'à la pompe il est à 11. Donc là, il y a une question de savoir où va cette marge de 6 points. Très bien, donc... Mais on voit que c'est un dossier épineux, qu'on a l'impression qu'on est sur un modèle aussi où on tourne un petit peu en rond. Non, je sais pas, c'est l'impression du moment. Je ne sais pas si vous la partagez.
Bon, c'est des débats. C'est pas trop, c'est un peu difficile aussi. Débats, L'exécutif, c'est pas trop sur quel pied danser. Les pétroliers attendent de voir un petit peu quelle décision gouvernementale sera prise, parce que là, c'est un avis consultatif qui a été donné. Le gouvernement. Le gouvernement est connu pour ses tendances néolibérales, mais pour le coup, sur le plafonnement des prix, c'est une mesure de type socialiste, ce qui m'étonne de la part du président du Conseil de la concurrence, qui lui est administrativement encarté à l'USFP, qui lui est contre cette idée de plafonnement, alors que peut-être que si on creuse un petit peu, ça pourrait éventuellement éviter à l'État le retour à la subvention et que ce soit les capitalistes qui éventuellement payent la réduction la décision qui a été prise, de l'orientation qui a été prise, qui est de libéraliser le marché depuis 2015. Parce qu'il ne peut pas y avoir c'est la décision qui a été prise il y a 4 ans. Quoi. Mais libéraliser le marché... Un retour à marche en arrière là-dessus. Le libéralisme du marché n'est pas un dogme. Libéraliser le marché aux dépens de la paix sociale, aux dépens du pouvoir d'achat, est suicidaire pour une politique publique. Et puis libéraliser le marché au même moment où les États-Unis d'Amérique sont protectionnistes, libéraliser le marché avec des industries puissantes, des mécaniques de haute précision, alors que nous n'avons pas une industrie, c'est quelque chose de très suicidaire. Un pays en voie de développement passe d'abord par le développement de son service public, la protection de son marché, la protection de son industrie, de type ou de façon turque, qui aujourd'hui en 2021 passera en 8e puissance économique mondiale. Il y a aussi l'enjeu de la compétitivité, de la performance. Bien sûr. Qui est sourcée, j'allais dire, dans le carburant et le carburant, en clair. Et l'école, système éducatif, parce que vous êtes enseignant-chercheur sur l'école. On a l'impression aussi que là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait volontairement, on a démarré un petit peu avec cette justice fiscale, qui est d'actualité, qui constitue, me semble-t-il, le matériau essentiel pour la construction de nouveaux modèles, par le plafonnement des prix des carburants, avec un enjeu aussi économique et social. Et puis il y a l'école aussi, le système éducatif, sa rénovation, l'introduction de langues. On voit que là aussi, il y a des grandes orientations qui ont été prises, mais qu'il y a certaines formations politiques, pour qui c'est un peu compliqué. Bon, le but, c'est pas de faire le procès à la langue arabe, au français ou à l'anglais, en termes de langue, mais de se dire, voilà, quel est vous le regard que vous portez là-dessus ? Sachant qu'on nous dit que l'économie du savoir, c'est aujourd'hui, que avant de savoir peut-être lire ou écrire, il faut savoir décoder des codes informatiques, des algorithmes. Donc, un peu là-dessus, est-ce que le débat est dépassé ? Est-ce que, sur les langues, sur l'introduction des langues, est-ce qu'il faut nécessairement, et c'est tout à fait légitime qu'il y ait un débat idéologique là-dessus, ou vous avez un autre avis ? L'éducation, c'est le principal moteur d'un modèle de développement, le principal moteur d'une société, le principal moteur d'une nation. Alors, si on ne sait pas ce qu'on veut faire d'un pays, il est normal que l'éducation soit laissée à l'abandon. Toutes ces questions viennent par la suite. D'abord, quels sont les objectifs ? Est-ce qu'on veut une société forte qui pense et qui réfléchit, ou bien une société soumise à l'élevage pour qu'elle soit éventuellement exploitée par le capitalisme, par les usines, dans le textile, dans l'industrie, etc. Est-ce qu'on veut des citoyens qui réfléchissent, ou bien nous voulons des citoyens tout simplement qui produisent de la richesse matérielle ? Eh bien, une fois qu'on ait répondu à cette question, eh bien l'intendance suivra, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire que on va éventuellement pouvoir établir un maillage sur 12 régions, chaque région avec population, avec des statistiques, avec un nombre d'écoles, et puis dans les plans d'aménagement urbain, il faut que l'école éventuellement soit centrale et que tout ce qui va dans le plan d'aménagement soit centré autour de l'école, ni la mosquée, ni la prison. On est bien d'accord. Il faut que l'école soit au centre de l'aménagement du territoire. Il faut que l'école soit au centre de la statistique. Il faut qu'on ait une volonté de réformer l'école dans son contenant logistique, c'est-à-dire le nombre d'établissements. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un redéploiement des espaces de communication via Internet, mais attention, l'école est d'abord une maison. L'école est d'abord une maison, un facteur de sociabilité, donc nous avons encore besoin de l'école à l'ancienne, c'est-à-dire qui permette de rassembler. Nous avons un maillage très fort, c'est-à-dire un maillage très très fort de mosquées. Nous avons la densité, nous avons le nombre de mosquées par habitant le plus élevé du monde, plus que Jakarta, plus que Lagos, plus que Le Caire, qui se trouve à Oujda, n'est-ce pas ? Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas développer le même chiffre par rapport aux écoles, donc qui puissent justement véhiculer des idées rationnelles. L'idée aujourd'hui dominante, en tout cas chez nous, et pas que chez nous, mais c'est d'avoir une école aussi qui puisse former pour répondre aux besoins économiques. Vous en pensez quoi, vous ? D'avoir une école au service de l'économie et de ses besoins.
C'est un petit peu le discours, voilà, c'est peut-être le modèle vers lequel on se dirige. Bien sûr. Est-ce que vous le partagez ou pas? Ou Bien est-ce que vous dites attention, il y a danger, l'école c'est pas pour répondre aux besoins économiques, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui réfléchissent, on a besoin C'est de les deux. philosophes, on a besoin de... Non, c'est les deux. Oui. C'est les deux. Mais C'est les prioritairement. deux. L'universel Oui. et le professionnel. Il faut, et d'abord, pour que le professionnel soit éventuellement efficient, pour emprunter un langage économique, eh bien, il faut que l'acteur, le travailleur, soit quelqu'un de réfléchi, soit quelqu'un d'épanoui, qu'il ait accès à la culture. Je cite un peu, je donne une image carte postale de l'usine à cigares cubaine, où il y avait un lecteur de la littérature française pendant que les ouvrières roulaient le cigare sur 8 à 10 heures de travail, ce qui n'était pas forcément consumériste de leur propre esprit ou de leur propre système neuronal, mais au contraire, ça leur permettait éventuellement d'apprendre la littérature venue d'Europe, la littérature espagnole, la littérature française, etc. Donc une pour dire, véritable ouverture sur le monde extérieur. bien sûr, pour dire que l'universel nourrit l'économique, ouais. et surtout permet de consolider une nation, une certaine idée de la nation. Ça veut dire que le débat actuel en coulisses sur ouais non on veut pas la généralisation, l'introduction de la généralisation du français ou de l'anglais dès l'école primaire, le collège ou le lycée, pour vous c'est un débat porté et position de certaines formations politiques là-dessus. C'est un faux débat qui devrait être tranché. Les choses sont simples. La langue arabe est notre identité. Premièrement, la langue arabe est une langue universelle et internationale, contrairement à ce qu'on pourrait dire. C'est une langue reconnue par le système des Nations Unies, pour rester dans un jargon institutionnel. C'est une langue qui a permis l'accès à la pensée et au savoir et à la philosophie. C'est une langue qui a permis le développement de l'Occident. C'est une langue qui représente notre histoire et notre avenir. Bon, très bien. Ceci étant dit, bien sûr qu'elle doit être généralisée dans nos écoles, que c'est notre langue maternelle, notre fierté historique, notre fierté identitaire, mais l'anglais, le français, l'espagnol, le mandarin, le russe, ce sont aussi des langues importantes. La langue informatique est une langue importante. On les empile sur le... Il faudra éventuellement établir un millefeuille linguistique, pourquoi pas, avec l'option de faire comprendre à nos générations que la langue arabe est notre histoire, pour qu'on puisse nous éclairer sur le réel civilisationnel d'où nous venons, et non pas des facteurs culturalistes importés de pays du Golfe qui minent et qui éventuellement envahissent les esprits et les orientent vers de l'obscurantisme. La langue arabe, c'est autre chose. C'est d'abord la civilisation qui a permis à l'Occident d'accéder à la lumière. Donc pour la langue arabe, mais avec l'introduction des langues étrangères. Évidemment. Dès l'école primaire. Est-ce que les avocats, le futur des avocats, les profilers en tout cas, des futurs avocats... Les avocats, c'est les mal-aimés, on va dire. Je sais pas, parce que je rappelle, là, là c'est Omar Benjoul, l'avocat, que je vais interpeller tout de suite. Se dire, voilà, est-ce que l'avocat aujourd'hui, là, le métier est en train de bouger aussi, en train d'être challengé aussi par la mondialisation, par le développement des nouvelles technologies, me semble-t-il. Ou on est toujours encore sur des avocats, on appelle ça vulgairement un petit peu les robes noires, non? Les robes noires qui ont pas... les robes noires, c'est pas du tout une image vulgaire, au contraire. D'accord, donc je peux le dire, voilà. Évidemment. Et ça bouge pas, on est toujours sur les mêmes... La robe noire, il y a toute une signification, c'est-à-dire c'est la catharsis on va dire le dépit de justice et le fait de rester toujours vigilant vis-à-vis de l'injustice que nous essayons éventuellement... Les gardiens du temple de la justice. D'éradiquer, bien évidemment. Et la petite cravate blanche, c'est cette lueur d'espoir vis-à-vis de cet écosystème injuste, bien évidemment, au contraire. Donc la robe noire, c'est très très noble. D'accord, justement, parce que comme on parlait de l'école et puis ce qu'il faudrait peut-être faire pour avoir des citoyens éclairés, est-ce que ce modèle-là, en tout cas de système éducatif rénové, pourrait permettre aussi d'avoir des avocats éclairés? Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Il n'y a aucun sous-entendu dans mon interrogation. Mais quand je me suis penché de près sur la justice fiscale, un petit peu toutes les opérations de régularisation des GI avec les avocats, je pense que vous êtes en conformité, vous payez vos impôts, il n'y a aucun souci particulier. Heureusement, je viens d'être redressé, tout va bien. Ah ouais, d'accord. Vous avez été redressé? D'accord. Est-ce que c'est le cas on me dit que c'est le cas aussi de beaucoup d'avocats, de vos confrères, vos consoeurs qui exercent sans avoir forcément de patente. Je sais pas. Pour être un peu plus... cet univers impitoyable. Pour être un peu plus sérieux, il y a un grand débat entre l'association des barreaux du Maroc,
et notamment le barreau de Rabat et le barreau de Casablanca, qui sont des barreaux très actifs et très représentatifs, avec le ministère des Finances. Donc il y a concertation entre les deux instances, alors l'une ordinale et l'autre institutionnelle, bien évidemment. La profession d'avocat aussi entre la pesanteur et la grâce, comme dirait un éminent confrère deux extrêmes, français, ça, non bien sûr, Ah ouais, bien sûr, difficile. pour pouvoir éventuellement défendre les indéfendables et en même temps apporter le conseil en tout bien, tout honneur. Donc bien sûr que les avocats, comme toutes les autres professions, sont en obligation de contribuer à la solidarité nationale, surtout qu'ils portent la mission très très noble de justement de défendre les valeurs universelles, de défendre une certaine idée justement du vivre ensemble, une certaine idée de la patrie, une certaine idée de la solidarité. Donc toutes ces valeurs-là passent effectivement par l'adhésion à l'impôt. Maintenant, il ne faut pas que la profession d'avocat soit éventuellement le target de toutes les petites haines sociales pour éventuellement faire un évitement sur les vrais responsables. Bien évidemment, parce que vous connaissez le jeu politique de la diversion. Parfois, on évite un peu de pointer du doigt les vrais responsables et donc on fait un choix très saisonnier d'une profession, d'un individu pour que toutes les haines sociales, toutes les frustrations se concentrent dessus. Je ne pense pas que ce soit le cas de la profession d'avocat exclusivement, mais en tout cas, bien évidemment qu'on va aboutir à un gentleman agreement avec les institutions fiscales qui sont dans leur droit, bien sûr, et tout à leur honneur, de recouvrir le dû pour éventuellement permettre à l'État d'avoir un maximum de ressources et de recettes, bien sûr. Voilà, mais là-dessus, et sur l'autre aspect, sur le devenir un petit peu de ce métier d'avocat, il évolue partout dans le monde. Je ne pense pas que le Maroc fasse exception. Est-ce qu'il évolue chez nous? À la lumière, une fois de plus, de la technologie ultra méga puissante, qui nous transperce tous les uns les autres, qui nous dicte plein de choses. Est-ce que c'est le cas pour l'avocat? On n'en parle jamais. Aussi, on voit que c'est le cas pour l'enseignant, même s'il veut pas forcément l'assumer. D'ailleurs, il y a une grosse manif là aujourd'hui là pour les enseignants du secteur public, mais juste pour les avocats. Est-ce que le métier est en train d'évoluer, le métier est en train de changer, mondialisation? On dit que l'avocat d'aujourd'hui et de demain surtout doit se spécialiser nécessairement. Voilà. Est-ce que voilà, là-dessus, c'est quoi les enjeux de l'avocat de demain 2.0? Alors, l'avocat, 2.0, c'est... Oui. On dit tribunaux 4.0 et avocat 2.0, donc je sais pas trop. Alors attention, la profession d'avocat ou bien la justice, c'est justement ce qui permet la paix sociale, ce qui permet la stabilité. Une bonne justice permet la stabilité. Et l'avocat, contrairement aux magistrats ou aux juges, c'est le pouvoir d'influence qui agit sur cette paix sociale et qui agit sur cette stabilité. Donc ce n'est pas un métier commercial. C'est un domaine transversal très conservateur, dans le sens où il a besoin d'intime conviction, il a besoin de l'intellect, il a besoin de la conscience des différents acteurs. Donc de porter de vraies valeurs, en fait, ce que vous êtes en train de dire, universelles, on est obligé, de probité. On est obligé que la justice honore, protège les valeurs communes d'une nation. Je vous dis quelque chose de très bref. Dans un procès pénal, par exemple, ce qui importe pour le juge ou bien pour l'avocat, ce n'est pas le criminel ou la victime, c'est le procès équitable. Pourquoi? Parce que le procès équitable permet justement d'inscrire les citoyens dans une certaine idée de confiance. Pour qu'ils adhèrent à une nation, eh bien, il faut qu'il y ait justice au pays. Il faut qu'il y ait justice en la demeure. Sinon, les gens se feront justice eux-mêmes. Et donc, là, c'est le chaos, l'anarchie, la guerre civile. Donc, ce qui importe, c'est que, tout ça pour dire une chose, c'est que le domaine transversal, encore une fois, de la justice, ne peut pas être inscrit dans une logique commerciale ou économique ou technologique. Nous sommes dans l'humain, dans l'incarnation de l'humain. Donc, quelque part, toutes ces réflexions sur la numérisation du jugement, la numérisation de l'administration judiciaire, d'accord. C'est d'actualité, d'ailleurs, c'est annoncé par le ministre. Bien sûr, la numérisation de l'administration judiciaire, d'accord. Mais la numérisation de la justice, c'est juste impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'affect. Lorsque vous êtes devant un tribunal, vous ne pouvez pas être devant un ordinateur. Pourquoi? Parce que vous êtes éventuellement innocent.
J'ai besoin de vous ressentir. Ce n'est pas un QCM. On remplit ces cases et donc vous êtes condamnable ou pas condamnable. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle, bien sûr, le fort intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'intime conviction, qui est bien sûr indispensable dans la logique de la politique pénale, dans la logique criminelle. Et quelque part, on ne peut pas numériser. C'est aussi valable pour des problématiques aussi complexes que le foncier, aussi complexes que le patrimoine, aussi complexes que éventuellement la propriété. Donc ce sont des choses qui doivent absolument être traitées, arbitrées par de l'humain, par de la conscience, par de l'affection, par des trajectoires personnelles, par des histoires personnelles. Donc on ne peut pas froidir le numériser, c'est le glacer quelque part. Bien évidemment, on numérise l'administration, c'est-à-dire si j'ai besoin de la grosse ou d'une minute d'un tribunal, d'un jugement, éventuellement, bon, on peut le faire soi-même, pour faire une procédure, une demande, on peut le faire soi-même, etc. Mais pour dire le droit, pour émettre un jugement, bien sûr qu'il faut une conscience, qu'il faut un esprit, qu'il faut éventuellement donc j'en déduis un que affectio sociétal. la réforme de fond de la justice, qui tarde d'ailleurs, hein, parce que il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais pour aboutir à une véritable indépendance, La dépendance de la justice passe par trois choses. C'est pas sorcier, hein, ça passe par trois choses. D'abord, la formation des magistrats. La formation et, encore une fois, la question de la confiance. Il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils soient formés à l'indépendance. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une volonté politique. De ne pas intervenir de ci, de là, et une volonté financière. Il n'y a pas de court-circuit entre pouvoir exécutif et législatif, ce que tu entends dire. Parce que lorsqu'on parle d'indépendance, il y a plusieurs types d'interférences. Là, aujourd'hui, j'imagine que ce n'est pas les vieux clichés du coup de fil et tout ça. Bon, mais il y a aussi l'indépendance vis-à-vis de la corruption. Indépendance vis-à-vis de l'appât du gain, de l'appât financier, etc. Il faut être aussi indépendant de tout ça. Donc, les étanchéités à établir sont liées peut-être aux politiques, mais aussi à l'économique et en même temps à la formation des acteurs de la magistrature. Donc, ça veut dire que de toute façon, effectivement, donc là, du coup, digitalisation, numérisation ne permettra pas de réduire, j'ai envie de dire, le gap pour avoir une dépendance réelle de la justice. Vous êtes en train de dire. Ça atténuera le mal, certainement. Mais de là à ce que ça... Pas l'éradiquer, en tout cas. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est ce que disait Moustapha Fares, d'ailleurs. Là. Il disait que c'était avant tout un état d'esprit. Chez les juges, le respect de la déontologie. Un état d'esprit, une volonté politique. Lorsque l'Italie a établi l'opération main propre en 92 pour éradiquer la mafia, c'est vrai que ça a laissé des cadavres, notamment le juge Falcone, mais tout de même, la mafia a éventuellement s'est écartée de la sphère politique de façon conséquente. Je ne dis pas que ça a été éradiqué, mais en tout cas, il y a une volonté politique dans ce sens. Et bien sûr, la justice doit être... Il y a aujourd'hui beaucoup d'actions menées par le parquet. Le ministère public était... Bien sûr, par rapport à des réformes, par rapport, à des poursuites de scandales financiers, des poursuites de... par rapport à tout ce qui est spoliation, il y a eu... Spoliation immobilière, etc. Donc il y a un travail qui a été fait, mais comme on a dit, c'est d'abord une volonté politique et un état d'esprit. C'est d'abord sur l'humain. 3 points: politique, économique et formation des acteurs de la magistrature. Et quand je dis les acteurs de la magistrature, je ne parle pas que des juges. Formation des acteurs de la magistrature, cela voudra dire aussi les avocats, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas une bonne justice, il y a de bons avocats. Mais ça, c'est ce qu'on dit justement pour flatter dans la le justice contraire. aussi, pour l'indépendance aussi, une véritable indépendance de la justice, il y a le maillon fort, c'est les avocats. C'est ce qui se dit. Voilà, donc, évidemment, parce que l'avocat, justement, grâce à sa formation, grâce à ses recherches, grâce à ses plaidoiries, grâce à son plaidoyer, grâce à ses mémoires, à ses conclusions, peut-être à son honnêteté intellectuelle aussi, non ? Son honnêteté intellectuelle, bien évidemment, met en valeur un bon jugement. Établit, le magistrat se convainc des plaidoiries et signe le jugement, très bien. Mais celui qui l'élabore, qui l'oriente, bien évidemment, c'est l'avocat, d'où la difficulté de ce métier. Merci à vous. Merci Rachid. On a parlé de tout, je pense qu'on n'a rien oublié sur l'actualité. De parler de justice fiscale, et on a fini avec la justice, en passant par le plafonnement des prix des hydrocarbures et tout le bras de fer politico, administratif et institutionnel qui peut y avoir aujourd'hui, et puis aussi sur l'enjeu de l'école et de ces tribunaux 4.0 ou avocats 2.0, mais avant tout, tout repose sur l'homme et sur l'individu et sur l'humain. Donc, je dirais une dernière chose, parce que vous m'avez interpellé sur la spécialisation. J'aimerais que nos téléspectateurs ou nos auditeurs fassent le distinguo entre un médecin et un avocat.
être spécialisé dans le cerveau est une chose, mais un avocat qui se spécialise dans un seul domaine de compétence, ce n'est pas forcément un brillant avocat. Un brillant avocat ou un bon avocat, c'est celui qui a 3 à 4 à 5 domaines de compétences. La généralisation ou la généralité, n'est-ce pas, n'est pas la pluralité. C'est-à-dire qu'un bon avocat spécialiste, ça veut dire qu'il est spécialiste dans plusieurs domaines de compétences. Je ne peux pas éventuellement défendre un institutionnel. Je défends par exemple, si j'aurais à défendre le prestigieux Matin du Sahara, je ne peux pas éventuellement opposer une fin de non-recevoir lorsqu'il s'agira d'un sujet notamment fiscal ou d'un autre sujet. Non, il faudra avoir plusieurs domaines de compétences qui accompagnent éventuellement ceux et celles qui nous font confiance. Merci en tout cas, Omar Mejelloulabou. Je rappelle que vous êtes avocat, donc. Personne vous êtes également docteur en droit international et du développement, à Nice Sophia Antipolis, et aussi plutôt enseignant-chercheur. Merci à vous et belle journée. Merci Rachid.